on y trouve des bactéries comme Escherichia coli, des entérocoques, des staphylocoques. On y décèle aussi des parasites pathogènes et même parfois des virus plus petits que les bactéries, mais tout aussi redoutables. Tout ce que l'on peut imaginer de pire pour nous rendre malades. Pour éradiquer bactéries, virus et parasites, le traitement commence dans ces grands bassins. Cette coloration noire est due au charbon actif. Il est utilisé dans la première étape du traitement de l'eau. Le but du charbon actif en poudre est d'enlever deux choses qui peuvent se retrouver dans l'eau. D'une part, des substances dites organiques dissoutes, c'est-à-dire qui ne vont pas pouvoir être arrêtées par une barrière physique, et puis les pesticides éventuellement qui auraient pu se trouver dans cette eau. Le charbon très poreux se lie aux particules en suspension dans l'eau et les capture. Puis le charbon et les particules sont retirés de l'eau par décantation. Le charbon, plus dense que l'eau, tombe au fond des bassins avant d'être aspiré. L'eau, quant à elle, se dirige vers de grands tubes blancs. De grands modules dans lesquels des fibres, semblables à de grands spaghettis, filtrent tout ce qui n'a pas été capturé par le charbon. C'est ce qu'on appelle l'ultrafiltration. Cela agit un peu comme un filtre à café géant. La barrière de l'ultrafiltration va retenir toutes les particules. Mais beaucoup mieux qu'un filtre à café, bien évidemment, puisque là, on va retenir jusqu'à les particules qui font jusqu'à 0,01 micromètre, c'est-à-dire 10 000 fois plus petit que les pores de votre peau. C'est déjà une merveilleuse barrière que la peau, mais là, on est encore 10 000 fois plus restrictif. Donc, tout ce qui est bactéries, virus, tout ça va être arrêté par cette membrane d'ultrafiltration. Un traitement ultra calibré. À l'intérieur de ces grands tubes blancs a lieu la filtration de l'eau. 24 blocs de 18 modules chacun qui contiennent pas moins de 36 000 fibres. C'est à cette étape que l'eau devient potable, propre à la consommation. À elle seule, cette usine produit 1/5 de la demande parisienne en eau. Un défi quotidien de taille à relever. Lorsqu'un problème survient sur une ligne de production, il faut réagir vite. Quand une fibre se casse dans un module, il faut la colmater instantanément car il est impossible d'interrompre la production d'eau potable. Le défi permanent des gens qui exploitent cette usine, c'est de la faire fonctionner 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, quelle que soit la demande derrière. L'eau vient d'être traitée. Mais son périple est loin d'être terminé. Il reste une étape indispensable avant que cette eau soit apte à être distribuée dans la capitale. On y ajoute un produit tout simple. L'ultime étape derrière, ça va être de mettre du chlore sous une forme liquide pour permettre la désinfection de l'eau et surtout qu'elle arrive potable bactériologiquement au robinet du consommateur. Le chlore permet d'éviter que l'eau traitée se contamine dans les canalisations sur le trajet qui lui reste à parcourir. La découverte du chlore a été une véritable révolution scientifique. La découverte de l'utilisation du chlore en désinfection a été classée par un grand journal international scientifique, par tous ses lecteurs, comme étant la plus grande découverte en matière d'hygiène, juste avant les vaccinations. C'est extraordinaire que ce produit qui est simple, qui est peu onéreux et qui est peu toxique pour l'homme, a permis de désinfecter les hôpitaux, désinfecter des aliments, désinfecter l'eau, pour produire un espace sain pour l'ensemble de la population. La dose de chlore ajoutée est extrêmement faible. Seulement 0,2 mg par litre dans l'eau que l'on boit à Paris. 0,2 mg de chlore par litre d'eau, c'est l'équivalent d'une goutte de chlore dans 5 baignoires de grande taille d'eau. Pour la santé du consommateur, les 0,2 mg de chlore, c'est vraiment absolument sans aucun risque pour la santé. Et ça ne dénature absolument pas les nutriments. À la sortie de ces usines, l'eau est donc désormais potable. Mais son parcours n'est toujours pas terminé. L'eau souterraine a parcouru des centaines de kilomètres de la campagne jusqu'à Paris. L'eau de la Seine et la Marne
ont également été puisées avant de subir un traitement optimal dans des usines ultra performantes. Elle a ensuite été chlorée pour éviter une éventuelle contamination dans les canalisations. L'eau s'apprête maintenant à vivre une nouvelle étape de son parcours avant sa destination finale dans tous les immeubles parisiens. En sortant des usines, l'eau est stockée dans plusieurs réservoirs géants. 5 gigantesques bassins, couverts, construits en même temps que les aqueducs au XIXe siècle et localisés dans des points stratégiques de Paris. Dans ces réservoirs, le précieux breuvage attend d'être distribué dans chacun des arrondissements de la capitale. Comme ici, dans le sud de Paris. À première vue, c'est une simple étendue d'herbe. Et pourtant, sous cette prairie de 3 hectares, se cache une infrastructure absolument hors du commun et totalement inconnue des Parisiens, le réservoir de Montsouris. Une somptueuse cathédrale souterraine, isolée de tout, de la lumière, de la chaleur et de la pollution. Un véritable bunker ultra protégé. Le réservoir est composé de 4 immenses compartiments répartis sur 2 étages. Même si les compartiments supérieurs sont remplis en priorité, chaque compartiment est relié au réseau de façon indépendante. Ainsi, la distribution est toujours assurée. À lui seul, ce réservoir approvisionne en eau 20% des Parisiens, soit 200 000 mètres cubes d'eau. Et sur le même principe que les aqueducs, ce réservoir a été conçu en utilisant la seule force de la gravité. Il sert à alimenter le réseau bas de Paris, c'est-à-dire tous les arrondissements limitrophes de la Seine, de façon gravitaire. C'est le poids de l'eau qui entraîne l'eau. Grâce à ces 4 compartiments, le réservoir contient assez d'eau pour anticiper tous les besoins quotidiens. Durant la journée, il y a des pics de consommation, souvent le pic du matin, c'est-à-dire le moment où les gens se lèvent. Le réservoir se vide progressivement, mais on continue à l'alimenter toujours au même rythme dans la journée, ce qui fait que jusqu'au lendemain matin, le réservoir va se re-remplir pour être à son niveau maxi le matin à 5 heures. En fonction des heures de la journée, l'eau monte et descend. On serait capable de voir à peu près à quelle heure on est dans la journée quand on regarde le niveau d'eau dans le réservoir. Effectivement, observez bien le niveau de l'eau. Pendant la nuit, il y a naturellement très peu de consommation. Le réservoir se remplit donc progressivement. Puis le matin, pendant le fameux pic de consommation matinale, le niveau redescend. Le réservoir abrite des centaines de milliers de mètres cubes d'eau potable. Une ressource vitale dont il n'est pas question de compromettre la qualité. Le réservoir de Montsouris est un site dit sensible. 20% de la consommation parisienne sort d'ici. Un mouchoir en papier qui tombe dans un réservoir, c'est la vidange complète du réservoir. À l'origine, il était visitable. On le visitait même en barque, ce réservoir. Les règles aujourd'hui sont un peu différentes. Tout est fait pour une sécurité maximale, c'est-à-dire que nous avons des instruments, des caméras, des capteurs, qui nous permettent de suivre en temps réel et 24 heures sur 24 le fonctionnement même de ce réservoir. 24 heures sur 24, des indicateurs effectuent des mesures dans cette eau potable. Ces contrôles ont d'ailleurs bien évolué. Jusque dans les années 90, il existait un outil insolite pour tester l'eau dans le réservoir de Montsouris. On utilisait des truites. Le fontainier de l'époque, quand il rentrait dans le réservoir, s'il voyait les truites un peu à l'horizontale, il commençait à se poser des questions sur la qualité de l'eau de son réservoir. Aujourd'hui, les truites ont disparu, remplacées par les analyses quotidiennes en laboratoire. Le réseau hydraulique de Paris s'appuie sur des savoir-faire ancestraux. L'eau est toujours puisée, acheminée et stockée grâce à des ouvrages construits il y a plus d'1 siècle par Eugène Belgrand. Mais aujourd'hui, ce sont des procédés high-tech qui pilotent cette mégastructure.
ou quand les innovations technologiques se mettent au service du patrimoine historique.